Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais répondre au tag One Piece, enfin des tags 30 questions sur One Piece qui m'a été conseillé dans les commentaires. Je ne connaissais pas ce tag, mais franchement je suis allé voir les questions et elles sont vraiment assez pertinentes et pour la plupart j'ai pu donner une réponse assez naturellement en fait, donc c'est parti les amis, là on se met tranquillement, hein. Prenez-vous, ce sera sûrement un peu plus long qu'une vidéo review, ou peut-être pas plus qu'une vidéo discussion, mais en tout cas bon voilà, prenez-vous un coca, un truc, un machin, et si ce n'est pas déjà fait, essayez de, en même temps que moi, hein, de répondre aux questions, parce que bon, bah, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous aimez One Piece, donc c'est parti. Tiens, parce que c'est une vidéo très spéciale, je vais me faire une moustache très spéciale, voilà, ça n'a aucun sens ce que je fais. Je sais pas pourquoi. Allez hop, voilà, vidéo spéciale, on met les moustaches spéciales. Bien. Alors, la première question, c'est tout simplement, que représente One Piece pour toi? Alors, moi One Piece, il faut savoir que c'est pas le premier manga que j'ai connu, je l'ai connu, c'est comment dire, parmi les gros shonen, c'est évidemment le premier que j'ai connu par contre. Mais je l'ai connu quand j'étais adolescent, et c'était après une période de mon enfance où j'avais été nourri par les BD, les lectures, les livres-jeux, je me rappelle les livres dont on est le héros, puis aussi les romans du style Rouge Muraille, je sais pas si vous connaissez, ou les livres-jeux du style Loup Solitaire, ou les BD, plein de BD que j'adore, que ce soit les BD françaises très connues, BD belges, que ce soit, je sais pas, Astérix, Schtroumpf, voilà, ou des trucs un peu plus récents comme De Cap et De Croc, ou pour ceux qui connaissent Masque Rouge, et Cette Ville est perdue. Et ensuite j'ai découvert les mangas, et notamment les shonen, et c'était quelque chose qui m'a vraiment sorti un petit peu de l'ordinaire, dans le sens que c'était des formats très très longs, et des séries longues, et qui permettaient de s'accrocher aux personnages, de s'intéresser à une histoire qui se construisait en longueur, et donc du coup fallait voilà, avoir une bonne mémoire. Et One Piece plus particulièrement, c'est ce que j'aime bien en fait dans One Piece, c'est le côté à la fois comment dire, piraterie, puis mes côtés liberté également. J'adore vraiment, une de mes passions dans la vie, c'est les vieux bateaux, les vieux navires, les navires à voile, quoi, les voiliers, hein, plus exactement. Et effectivement, j'aime beaucoup toutes les histoires de pirates, de corsaires, d'explorateurs, de découvreurs de monde. Donc voilà, c'est un monde que j'aime bien, et en plus de ça, il y a un côté un peu fantasy, ça inclut un petit peu une forme de magie, avec les fruits du démon, des sortes de... Voilà, c'est une histoire, c'est un monde qui me fait penser à une période historique et des éléments que j'aime bien, de la réalité, mais plongé dans une espèce de fantasy qui me séduit tout autant. Et il y a un petit côté aussi un peu réaliste dans One Piece, il y a des questions un peu politiques, il y a des choses que j'aime bien, et c'est des choses que j'ai appris à apprécier en même temps que je grandissais. C'est un petit peu de la même façon que j'ai appris à aimer Game of Thrones un peu plus tard, après que j'ai pu voir le côté un peu fantastique pur du Seigneur des Anneaux, et ensuite un côté un peu plus réaliste avec le Game of Thrones. Donc voilà, c'était assez agréable. Et également aussi, c'est à travers l'animé que j'ai apprécié One Piece, et à travers ces formidables musique en fait, parce que j'adore la musique aussi de pas mal d'animés, et j'ai vraiment beaucoup apprécié la musique de One Piece. Et voilà, donc One Piece c'est aussi une histoire de valeur là-dedans, il y a la justice qui est beaucoup présente et qui est mise un peu en question parce que on est derrière le point de vue de pirates, et les pirates c'est pas forcément ceux qu'on attend comme étant les gentils. A priori dans le monde de One Piece il y a plein de pirates qui répondent au cliché du pirate qu'on connaît, c'est-à-dire le pirate un peu sans foi ni loi qui s'attaque à n'importe qui et qui fait du pillage et du vol et du massacre son pain quotidien. Donc voilà, les questions des valeurs et de l'alignement moral des personnages, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et voilà, l'idée que c'est une histoire qui se construit, qui est super bien construite, avec des personnages qui sont cohérents, qui ont du développement, ça m'a vraiment plu, et One Piece pour moi c'est ça, c'est un monde de piraterie qui est super construit, super complexe, et à la fois qui est fantaisiste, quoi. Donc voilà un petit peu pourquoi, ce que représente One Piece pour moi. Ton personnage préféré et pourquoi? Mon personnage préféré depuis le début du manga, c'est Sanji. Parce que, voilà, Sanji pour moi c'est quelqu'un dans lequel je me retrouve assez. C'est quelqu'un, comment dire, j'aime bien son côté classe, son côté gentleman, son côté français aussi.
J'aime bien l'épisode du baratier, pour moi c'était un moment que j'aimais vraiment bien. Dès le début, il apparaît comme un personnage très classe, qui a un code d'éthique vraiment très, très strict, quoi. Et puis toujours très très classe, très badass, toujours très... Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il fait un peu le show. Sanji, il fait le show. Je veux dire S-H-O-W. Il fait le spectacle, quoi. Il est là, il est toujours en train de... Et puis aussi, ce que j'aime bien avec Sanji, c'est qu'il est, comme je le disais dans ma vidéo Zoro vs Sanji, il a ce côté un peu humain, ce côté un peu vulnérable, qui fait de lui vraiment le grand frère de l'équipage, et qui vraiment, je trouve, lui donne un côté très attachant. Il y a aussi le fait qu'il est assez... comment dire, il y a le côté un petit peu agent secret par rapport à son design et par rapport à ses capacités. Toujours habillé en costard, et puis le côté un peu rapide, un peu... l'agent noir, quoi, hein, le côté un petit peu... comment dire... comment dire, le côté un peu pas éclaireur, mais le côté un petit peu... puis surtout, ouais, le fait que maintenant on sache qu'il vient de famille d'assassin explique pas mal de choses. Le fait qu'il soit si intelligent que ça, qu'il analyse bien les situations, qu'il ait un esprit assez stratégique, assez tactique. Et le fait aussi, voilà, que ce soit toujours celui qui va essayer non pas d'affronter l'ennemi comme ça, en lui faisant face directement, mais toujours, voilà, en essayant d'opter pour comment dire, un côté un peu, une stratégie un petit peu annexe, quelque chose d'un peu plus intelligent. Toujours, Sanji, il y a le côté un petit peu... Pour moi, c'est un des personnages les plus matures, en fait, de l'équipage. Hein. Avant que je connaisse les âges des Mugiwara, je pensais vraiment que Sanji, il était vieux, qu'il avait genre 30 balais, quoi, que c'était un mec qui avait de l'expérience. Zoro, je le voyais pas à 30 ans, mais je lui donnais au moins 20-25 ans, quoi. Quelqu'un qui avait quand même une certaine maturité. Pareil, Robin, je la mettais dans ceux qui étaient pardon, les plus matures. Évidemment, les plus jeunes étant Luffy et Chopper. Et Nami. Le cas Usopp est un petit peu différent, parce que Usopp, c'est un personnage qui est à la fois peureux et rigoleur, rigoleur. Un personnage qui déconne beaucoup et qui a un côté un peu peureux également, donc ça fait penser un peu à un personnage qui découvre le monde, qui est jeune, mais en même temps qui a une certaine maturité dans la peur, en fait, qui est prudent à propos de tout, et du coup qui est assez mature de ce point de vue-là. Mais enfin, bon, mon personnage préféré, c'est Sanji. Je le trouve très très classe, et voilà, son côté un peu boxe française, voilà, c'est se battre mais avec classe, avec élégance, ça me plaît. Et évidemment le côté un peu cuisinier qui est toujours très fun, et le fait qu'il mélange un petit peu, qu'il donne des noms de cuisine à ses attaques, c'est vraiment marrant. Et voilà, je trouve que ses intentions, ses motivations, la façon dont il réagit aux situations, la façon dont il se bat, la façon dont il est avec l'équipage, et puis voilà, sa relation avec Zoro aussi qui est assez cool, c'est voilà, tout un tas de choses qui font que j'aime ce personnage vraiment depuis le début. Après, je dirais qu'il y a deux autres personnages qui sont vraiment des persos que j'apprécie beaucoup. C'est Cavendish et Diez Drake, ou X Drake, ça dépend des prononciations. Cavendish parce que je trouve qu'il est super stylé, et puis j'adore les épéistes en fait. Hein. Et voilà, j'aime bien ce personnage, un côté un peu mousquetaire, avec le chapeau, tout ça. Et j'aime bien aussi Diez Drake parce que je trouve qu'il est assez énigmatique. Depuis le début du manga, voilà, enfin qu'il est apparu, voilà, ce personnage il est vraiment très très énigmatique, très mystérieux, on ne sait pas vraiment quelles sont ses réelles intentions, et j'aime beaucoup, faut quand même dire, j'aime beaucoup ses pattes comme ça là, et son bicorne, j'ai tout de suite adoré ce truc là, et son équipage de mousquetaires aussi, vous devez vous douter que voilà, quand j'étais petit, moi j'adorais les 3 mousquetaires, donc voilà. Aimerais-tu manger un fruit du démon au prix de ne plus savoir nager ? Et si oui, lequel ? Alors, je me suis longtemps posé la question, effectivement, est-ce que j'apprécierais avoir un fruit du démon, un pouvoir de fruit du démon ? Et si ça avait été le cas, j'aurais probablement tenté d'avoir un pouvoir lié au vent. Rappelez-vous, il y avait un pouvoir qui était celui de la fouine dans un filler, c'était le filler qui se passait, c'était les dragons, là, l'espèce des dragons volants, là, je sais plus quoi, là, un filler qui était au début du manga, et juste avant d'ailleurs qu'ils quittent East Blue, hein, qu'ils arrivent à Grand Line. Et donc il y avait Eric la Tornade qui avait un fruit du démon qui lui permettait en fait de créer des vagues d'air, en fait, enfin de manipuler le vent de manière à créer des espèces de lames d'air. Et voilà, il s'est fait assez balèze. Mais en fait, toute réflexion faite, non, je ne mangerai pas de fruit du démon parce que je serais davantage attiré par la science et l'art de l'escrime et des épéistes. Voilà. Donc dans One Piece, c'est dit, hein, je serais définitivement un épéiste et j'essaierais un peu à la manière Brook Cavendish. Vous voyez un peu ce style-là d'escrime, voilà. Ce serait un peu mon... Voilà, j'essaierai de me débrouiller là-dedans.
Et d'ailleurs, je précise que j'ai fait des streams en fait, donc c'est lié à une passion qui est plus, voilà, qui n'est pas juste de One Piece, hein, mais c'est que je suis vraiment passionné de l'histoire de l'histoire, enfin de l'histoire de l'escrime, et voilà, j'ai plusieurs épées. Bah, d'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, j'ai plein de reproductions d'épées, que ce soit en latex, en métal ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une de mes passions, et c'est pour ça que c'est les épéistes que je préfère dans One Piece. Si tu étais dans One Piece, serais-tu marin ou pirate? Eh bien, c'est une question, encore une fois, je vais dévier un petit peu. Ni l'un ni l'autre, en fait, je ne serais pas pirate et je ne serais pas marin, parce que marin, je trouve que en fait, je pourrais pas accepter de travailler pour une organisation qui de base est juste, mais qui fait, comment dire, qui passe outre des tas d'exactions et qui se fonde sur un système qui a plein d'inégalités, qui met en valeur une catégorie de la société, les dragons célestes et les nobles, alors que en vérité, ils ne le méritent pas. Et donc du coup, ça m'énerverait d'être dans une organisation, dans une institution militaire qui en fait sert un gouvernement corrompu. Donc voilà, ça ne me plairait pas, même si dans l'idée, dans l'esprit, être un marin, c'est très bien. Ouais. Moi, je trouve que voilà, Fujitora, Smoker, Sengoku, Garp, ils sont tout à fait honorables. Et voilà, ils incarnent vraiment cet esprit-là de la marine qui est vraiment chouette. En l'occurrence, les pirates aussi, c'est bien. Il y a une espèce de volonté de liberté, de voguer sur les mers, de ne pas se poser de questions, mais il y a aussi le côté un petit peu vivre aux dépens des autres, vivre au détriment des autres en fait, et voilà, piller, voler, tuer, et ça ne me plaît pas. Cet idéal-là, moi, je trouve que c'est trop, ouais, voilà, je vais être pirate, je me pose pas la question de ce qui peut arriver dans le monde, je m'en fous. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand justement les pirates se politisent, entre guillemets. Comme on le voit avec Luffy, en fait, sans y penser, malgré lui, il se politise parce qu'il fait face, il découvre, au cours de son voyage, il découvre les différentes corruptions du monde, il découvre de chaque côté, en fait, hein, tout ce qui est terrible dans le monde de One Piece, que ce soit les marins d'un côté, le gouvernement mondial, le CP9, et de l'autre côté, donc ceux qui essaient de contrôler tout le monde, ceux qui essaient de, voilà, le gouvernement mondial qui essaye de, voilà, de corrompre, voilà, comment dire, de maintenir un espèce d'état inégal où il y a une société, une classe supérieure qui, voilà, qui serait privilégiée. Et de l'autre côté, on a les pirates et les grands corsaires qui font plein d'exactions, qui sont terribles et qui sont sans pitié et voilà, qui dressent des empires criminels comme les Yonko par exemple. Donc voilà, Luffy, il découvre ça au fur et à mesure de son voyage et il se politise entre guillemets. Ce que je veux dire quand il se politise, c'est qu'il prend position et il déclare des guerres de chaque côté. Et donc voilà, il est plus dans une démarche uniquement d'être libre. Mais donc, ma réponse, ce serait que je serais révolutionnaire. Voilà, c'est tout, je ferais partie d'une manière ou d'une autre de l'armée révolutionnaire, j'essaierais de changer les choses parce que voilà, j'aime bien voilà, agir, j'aime bien voilà, ne pas laisser une situation comme elle est quand je la considère injuste. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que les révolutionnaires, ils me parlent. Donc voilà. Quel est ton opening préféré? Alors, mon opening préféré, j'en ai 3 en fait, et je vais en fait je vais faire un top 3. Troisième position, médaille de bronze, c'est l'opening 2. L'opening 2, alors qu'est-ce que ça fait? Parce que je peux pas mettre la musique à cause des copyrights, mais ça commence avec la guitare. Ça vous dit quelque chose? Bon, de toute façon, vous pourrez aller voir. L'opening 2, en fait, moi je regardais pas mal les VF quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, la VF est bien. Arrêtez de... Je ferai une vidéo, tiens, pour défendre la VF. Bien sûr, la VF est moins bien que la VO, mais la VF de One Piece est très très bien. Beaucoup de souvenirs qui sont attachés à elle. Et le début, la première phrase de l'opening 2, c'était la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot. Liberté. Et ça, ça m'a toujours touché ce truc-là. Même si c'était un petit peu... voilà, un petit peu, ouais, cette phrase, voilà, elle est, j'arrive pas à dire, voilà, j'ai trop de souvenirs accrochés à cette phrase. Il y aurait matière à dire sur cette phrase, parce que, je veux dire, les pirates aussi, ils cherchent la liberté, et je veux dire, ils sont pas tous passionnés, ils ont pas tous un rêve. Par exemple, Staskid, je sais pas s'il a un rêve, et c'est un pirate, et il cherche à faire ce qu'il veut, donc d'une certaine manière, il cherche la liberté, mais cette phrase, elle est quand même cool, et je l'aime bien, elle définit un peu One Piece, donc voilà. Deuxième position les amis, c'est évidemment l'opening 1, numéro 1, We Are. Qu'est-ce que ça faisait déjà? Ah ben au début avec la phrase
Gold Roger, roi des pirates. Ces derniers mots, mon trésor, je l'ai laissé quelque part dans ce monde, je vous le laisse s'il le faut. C'était génial ça. Et après la voix off qui dit à partir de là, nouvelle vague de piraterie prirent la route de Grand Line et tout ça. C'était génial. Et la musique est vraiment chouette, ça fait comment déjà Ah, flûte, mais si. Akanana, kanana, akiyatsume, konanana, sugashi ni gashmamono. Je sais n'importe quoi les paroles. One Piece, tan 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 tan. Oh oui, j'ai l'air très con, hein, c'est ça. Et le numéro 1, les amis, l'opening numéro... Vous avez fait les paris 4. L'opening numéro 4. J'adore cet opening, je sais pas pourquoi. J'aime bien la musique. Et évidemment, j'ai écrit la phrase que Luffy dit au début en VF. Pour ceux qui n'aiment pas la VF, bouchez-vous les oreilles. Donc c'est Luffy qui dit, ça m'a marqué cette phrase. Vous savez qu'à l'autre bout de l'océan se trouve un trésor fabuleux. Celui qui le découvrira deviendra le roi des pirates. Rien que d'y penser, ça me rend dingue. Il y a encore plein d'aventures qui nous... Attends, je le fais tellement mal. Il y a encore plein d'aventures... Ah, il y a encore plein de nouvelles aventures qui nous attendent. Ouais. Et ensuite, la musique. Bon bref. Et il y avait un autre truc que j'aimais bien à propos de cet opening, c'était que en fait on voyait dans le couplet, on voyait en fait les Mugiwara qui avançaient comme ça, les main dans la main en gros, bras dessous, et en gros ils avançaient et à chacun il y en avait un qui apparaissait et en fait dans l'ordre dans lequel ils intégraient l'équipage. Et à un moment, ils font une espèce de bond comme ça m'a toujours fait marrer ce truc-là. Donc voilà, c'était le moment où je me ridiculisais un petit peu, mais c'est les émotions, les gars. On peut pas mentir à propos de ça. Numéro 6, Robin ou Nami. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Nami, je suis pas vraiment un grand fan. Nami, elle m'énerve un petit peu. Voilà. J'aime pas du tout son côté un petit peu tsundere, un petit peu agressive, hein, et puis surtout son côté si avare, mais finalement c'est assez drôle, c'est ce qui fait son gag, et c'est un excellent membre de l'équipage. Et de toute façon, Nami elle est plus fun que Robin. Mais Robin est plus belle, Robin est plus intelligente, et Robin est plus forte. Donc là, désolé les mecs, mais voilà, c'est tout. Des deux, laquelle est la plus sexy, je dirais que c'est Robin, elle a un côté un peu classe, un petit peu, voilà, élégante, ça me plaît bien, et surtout, elle est passionnée d'histoire, c'est une archéologue, et je suis passionné d'histoire également, je suis en fac d'histoire, je fais des études d'histoire depuis pas mal d'années maintenant, donc voilà, on aurait de quoi parler, donc voilà, et puis ça m'intéresse, le siècle oublié, voilà, on partagerait des choses, donc définitivement Robin. Ma scène préférée, question numéro 7, alors, en fait, j'ai pas une scène préférée, j'en ai, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, en fait, j'en ai plus que 5, mais j'ai pris les 5, il n'y a pas d'ordre, c'est juste comme ça. Première scène préférée, c'est la marche à Arlong Park, avec évidemment la musique Overtaken derrière. Bon, vous connaissez la musique, bien sûr, hein. C'est Overtaken, si vous avez envie de l'écouter, faites-le maintenant. Vous mettez pause et vous allez l'écouter, ça vous ressourcera un petit peu, ça fait du bien. Marche à Arlong Park, on voit Usopp, Zoro, Luffy et Sanji marcher comme des gros badass. Usopp de la même manière que les trois autres d'ailleurs, aussi badass que les autres, et avec la voix de, je sais plus, Johnny Otaku qui dit « Ces mecs-là, ils sont absolument incroyables, si jamais ils n'arrivent pas à vaincre Arlong, alors on est tous dans la merde. » Voilà, scène très badass. Deuxième scène que j'aime beaucoup, c'est la présentation des supernovas avec une super musique, d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais en tout cas voilà, génial. Le moment où ils arrivent à Shabondi, la tension elle monte tellement haut quand Shaki nous présente tous les supernovas, et on voit ensuite des petits passages où on voit tous ces gros poissons là dont on sait qu'on va avoir des grosses histoires avec eux par la suite, et on sait que là ça va être la grosse merde parce que voilà, tous ces pirates rassemblés dans une même île, dans une si petite île, prêts pour partir pour le nouveau monde, ça va chier. Et je trouve qu'il y a tellement une tension de ouf quand on nous présente tous ces nouveaux venus, tous ces jeunes loups dans l'ombre quoi. Donc voilà, je trouvais que cette scène était géniale quoi, vraiment de ouf. Donc voilà, troisième scène préférée, c'est Sanji le chasseur. Quand Usopp manque de se faire complètement trucider la tronche par Jabura, et que Sanji, au dernier moment, s'élance et donne un coup de pied à Jabura.
Ensuite, il y a la musique, et on voit Sanji qui fait « Je suis le chasseur ». Enfin, en japonais, c'est Karido. Parce qu'il y a Jabura qui fait « Temera !» Et l'autre, il dit « Je suis le chasseur ». Enfin bref. Je suis très mauvais en reconstitution de scène, hein, donc on va passer ça. Non, en gros, c'est une scène super badass, et avec Sanji qui prend sa cigarette comme ça, et qui fait « Je suis le chasseur ». Ça, c'était super stylé. Et aussi, big up à Zoro, qui a une espèce de sourire comme ça. Ah, c'est génial quand ils ont des moments de complicité comme ça, c'est génial, j'adore. Et voilà, Zoro, ce sourire, en gros, ce petit sourire en coin, fait, en gros, ça veut dire que voilà, il fait confiance à Sanji et qu'on va avoir un beau combat. Donc c'était une super scène, vraiment un moment où on attendait vraiment que Sanji sauve la mise, et ça a été le cas. Quatrième scène que j'aime énormément, c'est une scène très récente, c'est Akuba en fait. Akuba qui passe en mode berserk, qui trucide tout le monde dans l'arène à travers le flashback de Rebecca. Donc vraiment ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, la musique aussi, le visage et même le flashback lié à Cavendish, c'était vraiment un moment que j'ai adoré. Et voilà, donc Akuba, la scène de Akuba, épisode 666 d'ailleurs. Donc voilà, sans hésiter, une superbe scène dans l'anime, en tout cas précisément dans l'anime. Enfin voilà, et donc dernière scène que j'adore, c'est à Enies Lobby, quand tous les Mugiwaras font face à Robin, c'est une scène anthologique évidemment, et qu'on voit Robin qui en gros, en fait elle est acculée dans ses retranchements, elle sait que si jamais elle se rejoint aux Mugiwara, ils seront menacés par le Buster Call, mais à ce moment-là, il y a Luffy qui tenace, voilà, ne veut pas lâcher le morceau, ne veut pas lâcher l'affaire, et qui voilà, demande à Robin de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre? Et si tu veux vivre, dis-le moi, je veux t'entendre le dire. Je ne veux pas qu'on se projette autant que ça dans la gueule du loup, parce qu'ils le sont à Enies Lobby, hein, ils sont au cœur du gouvernement mondial, dans une place forte du gouvernement mondial. Et en fait, en gros, Luffy, ce qu'il veut dire par là, c'est je ne veux pas me mettre en danger, moi, mes compagnons, autant si jamais je ne suis pas sûr que toi, tu as autant envie que nous qu'on te sauve. Et je trouve ça magnifique parce que Luffy, il a extrêmement envie de sauver Robin, mais il a besoin qu'elle fasse ce pas vers lui pour pouvoir avoir la force. Parce que juste après, quand elle lui dit je veux vivre, tu sais que tous les autres, ils sont remontés à 200%. Ils sont remontés à 200%. Parce qu'avant, à Water 7, il y a une espèce de malaise. Robin, on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions, quelles sont ses réelles motivations pour partir comme ça. Et là, le moment où elle revient, elle se déclare à eux et que du coup, elle redevient sincère. Et que voilà, d'une certaine manière, elle leur demande de la sauver. Eh bien, c'est un moment super beau, je trouve que c'est une des meilleures scènes, quoi. Puis là, il y a une espèce de lien qui se crée entre les Mugiwara. Donc voilà, donc il y a vraiment une super scène. Donc c'était mes 5 scènes préférées. Quel personnage rencontré par l'équipage tu ferais rejoindre celui-ci? Alors honnêtement, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a Jinbei, je sais qu'il y a Vivi, je sais qu'il y a même Monet. Il y avait cette théorie, je trouvais que la théorie Monet était vachement bien. Bon Clé aussi, c'est un personnage qui mériterait de rentrer dans l'équipage, mais en même temps, bon, je sais pas encore, honnêtement, j'opterais pour une femme, mais ce serait soit Monet pour le choix un petit peu chelou, la théorie était plutôt pas mal, allez la voir si vous la connaissez pas, et enfin c'était une théorie alpha, on avait fait une vidéo d'ailleurs, alpha too late machin, et Vivi, parce qu'il y a quand même un très fort lien qui s'est créé entre elle et l'équipage durant l'arc Alabasta. Donc, ouais, voilà. Je dirais peut-être Vivi ou Bon Clair, on verra. Pour l'instant, je dirais plutôt une femme, par contre. Question numéro 9, la scène la plus triste. Alors, la scène la plus triste, je dirais que c'est 2 scènes pour moi. Premièrement, la mort de l'équipage de groupe, hein, de Brook, pardon, l'équipage du Rumbar, des pirates du Rumbar, avec cette espèce d'orchestre qui progressivement en fait se dégrade et voit ses membres mourir chacun l'un après l'autre parce qu'ils ont été infectés par des lames empoisonnées. Et voilà, et à la fin en fait il n'y a plus qu'un quintet, plus qu'un quatuor, plus qu'un trio, plus qu'un duo, et à la fin il n'y a plus que Brook tout seul. Et c'est tellement triste ce moment-là, et en même temps ils sont tellement comment dire, braves devant la mort, et ils acceptent tellement à bras ouverts leur mort, et voilà, ils acceptent de mourir, mais en même temps ils le font avec leur passion, ils le font dans le lien qui les liait tous en fait, la musique. Et d'une certaine manière, Brook, je ne sais pas s'il s'apprêtait vraiment à survivre, mais ce qu'il faisait c'est qu'il enregistrait la chanson pour la Boone,
Et si jamais peut-être quelqu'un passait dans le bateau et il pouvait prendre l'enregistreur, il pouvait, par le plus grand des hasards, aller le donner à la Boone. Évidemment, c'est fou, c'est idiot comme pensée, mais c'est tellement beau et voilà, je trouve que c'était extrêmement touchant de vouloir une dernière fois enregistrer cette chanson. Donc voilà. Et donc voilà, un moment extrêmement triste je trouve, et extrêmement bien rendu dans l'anime, donc voilà. En l'occurrence, la deuxième deuxième moment très triste que j'ai trouvé, c'est tout simplement la fin du Sony, quoi. Non, la fin du Vogue Mary, la fin les funérailles du Vogue Mary, hein, avec tout le monde qui chiale, quoi. Et puis comment tu veux ne pas pleurer à ce moment-là? C'est même pas que c'est triste, c'est que c'est touchant, quoi. Là, tu sens toute la nostalgie des aventures qu'ils ont vécues ensemble, et tu sens que ce bateau était un membre de leur équipage, à part entière. Et là, tu retrouves tous les liens qu'avait Usopp avec le bateau, comment il a essayé de le défendre, tout ça. Et voilà, donc là, il y a pas à dire, vraiment, c'est un des plus beaux moments du manga, je crois. Vraiment, un moment où on voit vraiment le lien qu'il y a entre l'équipage, les aventures qu'ils ont vécues, et en même temps le fait qu'il faut qu'ils aillent de l'avant et qu'il faut qu'ils aient un nouveau bateau, donc c'était vraiment chouette comme scène, vraiment bien écrite, et il n'y a pas à dire, là c'était très bien, vraiment une belle scène triste, si vous voyez ce que je veux dire. Si tu devais sacrifier un personnage de l'équipage, eh bien, comme vous le savez, dans ma vidéo Zoro contre Sanji, je dirais que c'est Sanji, parce que encore une fois, je vais pas redire 20 fois ce pourquoi je pense ça, mais Sanji c'est le grand frère de l'équipage, celui qui a vraiment le sens du sacrifice à 100%, mais qui, on sait, est plus vulnérable que Zoro. Zoro, quelqu'un l'avait dit très habilement d'ailleurs dans un des commentaires de la vidéo Zoro contre Sanji, Zoro, lui, c'est plus par défi qu'il se sacrifie, bien sûr il veut protéger l'équipage, mais il a son objectif en tête, tandis que Sanji, lui, c'est vraiment sens du sacrifice. Et il y aurait vraiment, si Sanji mourait, on aurait vraiment cette espèce de blessure, quoi, de se dire, mais c'est tellement injuste, c'est tellement terrible, quoi, ce personnage qui sacrifie toutes ses... Enfin, tous ses projets, ce qu'il sacrifie, c'est sa propre... comment dire, qui met en avant son statut de protecteur de l'équipage, de grand frère de l'équipage. Donc voilà, je trouve que ce serait vraiment terrible, ce côté un peu voilà, vulnérable de Sanji, ça ferait du sens, voilà, ça ferait du sens qu'il se sacrifie. Après, je serais pas particulièrement fan de voir Sanji mourir, mais pour moi ça me dérangerait pas tant que ça. Voilà, ça, pour moi ce serait pas sorti de n'importe où, voilà, ça ferait du sens. Question numéro 11, Merigo ou Sonigo? Alors, même après avoir dit que voilà, la scène des funérailles du Vogue Mary était magnifique, je préfère quand même le Thousand Sunny. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que le Thousand Sunny est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus... C'est un vrai bateau, quoi, il y a des tas de... Puis c'est Franky qui l'a construit, donc voilà, c'est la part de Franky, c'est ce qu'il a apporté dans l'équipage, donc voilà, pour moi, le Thousand Sunny, il est beaucoup plus confortable, beaucoup plus beau pour moi, je trouve, hein. Et surtout, il est beaucoup plus à l'image des Mugiwara. Parce que là où effectivement le Vogue Mary c'était plus un membre de l'équipage, le Thousand Sunny c'est un bateau qui est à l'image de One Piece, des Mugiwara, et qui est à l'image du chapeau de paille. Et voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans One Piece, tous les bateaux sont un peu à l'image de leur équipage, que ce soit Barbe Blanche avec le bateau en forme de baleine, que ce soit, je sais pas, par exemple... Big Mom avec le bateau en forme de gâteau, que ce soit Jack avec l'éléphant, que ce soit Bartholoméo avec la statue de Luffy géante, quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre, Barbe Noire, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de radeau, donc c'est toujours un petit peu... voilà, il aime avoir je sais pas pourquoi, c'est pas trop lié à Barbe Noire en particulier, mais enfin il a un style particulier. En l'occurrence, je trouve que le Mary n'avait pas vraiment de style esthétique particulier, et là avec le Thousand Sunny, on a un vrai bateau qui a des trucs... Il y a des trucs à lui, quoi. Il y a le Graou Canon, il y a le coup de burst. Donc vraiment, c'est un bateau qui est pas juste un membre de l'équipage, mais c'est vraiment un bateau super stylé sur lequel on peut vraiment faire confiance et qui est pour moi nécessaire dans le Nouveau Monde pour accueillir un équipage aussi important que celui des Mugiwara. Les Mugiwara au début ils n'étaient pas si importants que ça, donc ils n'avaient pas besoin d'avoir un bateau qui était à l'effigie, à la hauteur de la réputation de leur équipage. Donc ils pouvaient effectivement se contenter d'un vaisseau qui, par sa seule valeur symbolique, pouvait avoir une certaine valeur en fait, voilà. En l'occurrence ici, le Thousand Sunny a peut-être moins de valeur symbolique, mais il a clairement l'imposance et la versatilité et la solidité d'un navire, d'un grand équipage du Nouveau Monde. Et voilà, il faut, pour moi, même s'il reste quand même, ça reste un petit navire sympathique avec plein de petits gadgets qui font que c'est un navire sympathique, pas un navire qui fait peur à tout le monde. Bon.
Mais voilà, je trouve que voilà, le Season Sunny, il est plus à l'image et à l'effigie de l'équipage, c'est pour ça que je le préfère. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, bah non, voilà. Supernova préféré hors Mugiwara. Alors, j'ai même pas besoin de dire hors Mugiwara, je préfère DS Drake. Voilà, mon préféré c'est DS Drake. Mais j'aime bien aussi donc ensuite Killer. J'aime bien Killer, j'aime beaucoup Killer. Et j'aime ensuite Basil Hawkins et notre ami Urouge. Alors, très brièvement, pourquoi j'aime bien DS Drake? Bien DS Drake parce que je trouve que c'est un personnage assez énigmatique, un personnage qui vient de North Blue, un personnage qui nous a habitués à, voilà, à avoir une espèce de background assez intéressant, assez mystérieux. Il provient d'une mère qui est North Blue, hein, qui est une mère qui est le foyer de nombreux personnages très importants, que ce soit Trafalgar Law, Killer, Sanji maintenant. Donc voilà, je trouve que c'est... non, Killer c'est South Blue, excusez-moi. Mais voilà, donc c'est un personnage qui non seulement a une histoire qu'on connaît, une enfance qu'on connaît, hein, on l'a vu, c'était le fils de Diaz Barrels, hein, on l'a vu dans le flashback de Corazon, le flashback de l'eau, mais voilà, donc déjà premièrement on a vu son passé, qui est au sein d'un équipage de pirates, puis ensuite on a appris, enfin on savait qu'il était contre-amiral de la marine, on sait qu'il était un petit peu dans les secrets de Vegapunk, enfin pas exactement dans les secrets, mais qu'il avait connaissance du projet des pacifistas. On sait que c'est un personnage donc qui n'est pas stupide, il n'est pas stupide, et le fait qu'à mon avis il travaille aujourd'hui pour Kaido, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste pour se faire un nom dans le nouveau monde. Je suis sûr qu'il a des intentions cachées, qu'il a un plan, et qu'on le découvrira peut-être par la suite. Est-ce qu'il sera un allié de l'eau, comme quoi, enfin ça avait été dit hein, dans une théorie. Bon, je suis pas tout à fait sûr, mais à mon avis, Drake a quelque chose derrière la tête. Il est là avec un plan, il n'est pas là pour rien, et pour moi c'est un des supernovas les plus intelligents, et aussi l'un des plus forts. Rappelez-vous, sans jamais utiliser forcément la pleine puissance de son T-Rex là, d'ailleurs il n'avait pas utilisé en forme hybride, hein, pas encore, on l'a toujours pas vu en forme hybride, il avait réussi à envoyer au tapis un pacifista rien qu'en le kickant avec les pieds, enfin en lui voyant un coup de pied, donc c'était assez balèze. Il avait arrêté aussi Urouge et Killer rien qu'avec son épée et sa hache à 4 lames, d'ailleurs sa hache super stylée, et aussi j'aime bien son design de personnage avec les deux pattes, un peu comme les miennes, vous voyez, et le menton comme ça avec la cicatrice, et le bicorne d'ailleurs qu'il n'a plus, c'est dommage. J'aime bien aussi son équipage de mousquetaires, donc c'est un personnage voilà, qui m'attire, je trouve qu'il est assez intéressant et j'espère qu'on en apprendra un peu plus de lui. J'espère que ce sera pas juste un méchant et un officier de Kaido comme ça semble pour l'instant être le cas. J'aime également donc Killer, j'aime bien ce personnage parce que encore une fois lui aussi c'est le second donc d'un équipage, c'était le seul d'ailleurs second comme Zoro hein, dans l'équipe des Supernova, et il est le second donc de notre ami Eustace Kid, et je trouve que ce personnage a toujours donné une impression de personnage tactique, stratège, qui était le plus intelligent de tout l'équipage de Killer. Rappelez-vous, hein, à chaque fois c'est lui qui essayait de faire les alliances entre Basil Hawkins, Shinrapu et son propre capitaine. Et aussi il y avait le moment où il y avait après l'ellipse, non, ou juste avant l'ellipse, on voyait les équipages des Supernovas dans le Nouveau Monde et on le voyait parler. Il y avait la ring bell ou je sais plus quoi. Enfin, non, je sais plus exactement. Il y avait un moment où on nous montrait très clairement que Killer en connaissait beaucoup plus que son propre capitaine sur le Nouveau Monde. Et ça, à mon avis, c'est très intéressant parce que ça nous dit que Killer est un personnage intelligent, cultivé et probablement loin d'être la dernière roue du carrosse malgré son statut de second en fait. Et puis j'aime bien voilà, j'aimais bien son style avant, les cheveux longs et le côté un peu maigre, j'aimais bien. Maintenant c'est devenu une espèce de masse musculaire énorme, bon, peu importe. Il a gagné une espèce de petit bouc. Ça c'est pas mal, ça c'est bien, donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Et Basil Hawkins, j'aime beaucoup son design de personnage, j'aime bien les cheveux longs comme ça, et j'aime bien son pouvoir très très flippant. Et aussi j'adorais je sais pas si c'est toujours le même, mais la première fois le mec qui faisait la VF de Basil Hawkins, je trouvais que ça lui allait super bien. Et il y a aussi Urouge que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a un côté un petit peu moine, d'ailleurs c'est un petit peu le gimmick de son équipage, hein, composé de moines bouddhistes, donc voilà, voilà, j'aime bien le personnage, et je pense que voilà, quand on l'avait vu avec Kaido, il avait un côté un petit peu pas agressif du tout, quoi, très calme, très serein, et je trouve que ce personnage du coup, et son histoire aussi, le fait que c'est un Birkan et qu'il a une dent contre Ener, les Birkans étant le peuple qui avait été au début massacré par Ener, peuple donc d'hommes, enfin pas comme des Scapiens, un peuple d'îles célestes, avec les Skypiens et les Chandiens, enfin les Chandias, donc voilà, j'aime bien ce personnage, je trouve qu'il a un côté un petit peu, voilà, c'est pas juste un pirate, c'est aussi un moine, il a
un passé, il a un background intéressant, et je pense que ce serait un personnage qui devrait se révéler comme étant quelqu'un plutôt, entre guillemets, gentil, pas quelqu'un parmi ceux qu'affronteront les Mugiwara, potentiellement un futur allié, selon moi. Alors, l'ennemi préféré parmi ceux déjà affrontés. Alors, ça va être très simple, Mr. One. Mr. One, le combat contre Zoro était complètement dingue. Voilà, génial. Un personnage qui était vraiment très très balèze, très puissant, qui donnait une très forte impression et du coup qui a mis Zoro vraiment en difficulté. Rob Lucci pour avoir donné un des plus épiques combats contre Luffy, nous a délivré mais vraiment les moments les plus formidables de l'anime et du manga, et vraiment quelque chose de très puissant autour du personnage, pas tant forcément dans ce qu'il est lui-même, parce qu'il est assez creux ce personnage, assez froid finalement, c'est assez difficile de s'attacher à lui. Je trouve que dans CP9, Kaku était un méchant beaucoup plus intéressant en lui-même, hein, je veux dire, le personnage en lui-même, pas le méchant d'ailleurs, mais en lui-même, le personnage de Kaku était beaucoup plus attachant, beaucoup plus intéressant, et à la fin, la discussion avec Zoro était formidable. Mais là, en termes de méchants, d'ennemis affrontés, je trouve que, voilà, l'aura de Rob Lucci, la façon dont il les a poutrés à Water 7, contribue à le mettre tout en haut, quoi. Tout en haut. Le combat contre Luffy, c'était tellement juste, tu vois, deux mecs avec leurs poings et leur force et se déchirer jusqu'au dernier souffle, quoi. C'était formidable, ça c'était magnifique. Et donc voilà, en ce qui concerne Rob Lucci, j'ai d'ailleurs très hâte de voir comment il a changé après les événements de Enies Lobby, qui se soit fait d'ailleurs poursuivre par les amiraux de la marine. Enfin bon voilà, qu'est-ce qui l'a poussé à revenir au CP0, voilà, peut-être, finalement ce personnage c'est un peu comme Ulquiorra, c'est un très bon méchant, parce qu'il dégage une aura très très effrayante et très impressionnante, mais en personnage dans l'ensemble, il est moins intéressant parce que ses intentions n'ont pas vraiment été travaillées. Il œuvre pour la justice mais c'est tout. Ulquiorra c'est un personnage de Bleach, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, j'aime beaucoup Doflamingo, quand même, faut le dire. Doflamingo, c'est un méchant, c'est pas mon préféré de loin, hein, c'est vraiment pas mon préféré. J'aime bien Ener hein, aussi, dans le même cas. C'est des méchants qui sont très puissants, très hauts en couleur, qui ont une espèce d'aura quoi autour d'eux, qui ont marqué le manga de par soit leur esthétique, soit ce qu'ils ont apporté, l'arc qui les concernait, et voilà, qui avait un pouvoir très spécial, voilà, une bande autour d'eux qui était spéciale également. Bon voilà, Doflamingo, lui, il faut quand même dire aussi que c'est aussi lié à son personnage, son passé, et le fait qu'il est un formidable doubleur japonais. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Donc voilà, et Doflamingo, voilà, il n'y a rien à dire, c'est un des personnages, c'est un des méchants les plus badass. Il incarnait un petit peu ce côté un petit peu méchant, neutre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour un côté marine, ni pour côté pirate. C'est le mec qui va faire son blé à partir de la situation, un opportuniste parfait, et quelqu'un qui à la fois était cohérent avec son passé, mais qui en même temps, on avait du plaisir à le voir tomber, à le voir perdre. Et c'est toujours très difficile de créer ça parce que le moment où tu donnes de l'intérêt à un personnage, le moment où tu donnes de la profondeur à un méchant, tu risques de ne plus vouloir le voir perdre. C'est ça le problème. Et là, Oda a réussi à faire les deux, donc génial. Et le dernier méchant dont j'aimerais parler, c'est Magellan. Parce que Magellan, je trouve que ce gars, c'est le méchant le plus brutal, peut-être avec Rob Lucci, mais c'est le méchant le plus brutal qu'on ait jamais vu. C'est le mec, je trouve que même maintenant, on sait que il a été... je veux dire que c'est pas le méchant le plus balèze de tout One Piece, mais même maintenant, il a une espèce il a donné dans Impel Down une espèce... C'était peut-être lié aussi à l'enfer qu'était Impel Down. Il y avait une espèce d'aura de démon, côté effrayant qu'il avait ce personnage, côté instoppable. Vraiment, on ne pouvait pas le stopper. De fait, son pouvoir était difficilement stoppable. Et quand il avait battu Luffy, c'était un petit peu cette idée qu'on avait. C'était vraiment extrêmement effrayant, quoi. Donc voilà, Magellan, vraiment pour moi, un personnage, une espèce de bête, quoi. Inarrêtable, et en plus de ça, quelqu'un qui n'était pas vraiment une saloperie. Magellan, c'est quelqu'un qui faisait son travail, et qui en plus voulait arrêter, n'était pas tortionnaire, il n'est pas tortionnaire, Magellan. Donc voilà, un personnage en plus qui est assez effrayant dans son métier, mais juste voilà, qui fait son boulot, et qui est finalement assez bon dedans, quoi. Un dialogue ou une phrase qui t'a marqué. Alors, deux choses. On y revient... l'arrivée de Sanji, la scène où il dit « je suis le chasseur », pour moi, voilà, c'est une des meilleures scènes, et puis la petite phrase comme ça, c'est génial.
Aussi le moment où Sanji et Zoro au moment où ils sont un petit peu défoncés au Devi Backfight, ils se demandent l'un l'autre de s'aider en fait. Ils se demandent à chacun une entraide mutuelle. Et j'ai trouvé que ce moment-là était assez génial. Donc voilà, pareil. Et je me demande s'il n'y avait pas la même musique d'ailleurs. Et dernière scène aussi, une scène que j'adore vraiment, c'est quand Zoro en fait dit à Luffy, à Punk Hazard, en gros, hey, c'est le nouveau monde, faut se réveiller, en gros, faut se lever, faut se réveiller, c'est maintenant que ça commence, les vraies emmerdes, quoi. Et je trouvais que cette phrase, elle était tellement bienvenue, et tellement aussi, elle montrait tellement bien le personnage de Zoro, ce côté un peu sérieux, ce côté, voilà, maintenant on peut plus retourner en arrière, c'est maintenant que ça se passe, on n'a plus le droit à l'erreur. Cette petite phrase, elle faisait beaucoup de sens après l'ellipse, et du coup, voilà, c'est pour moi une des moments préférés, mes phrases préférées, enfin du coup celles qui me viennent à l'esprit maintenant, peut-être qu'il y en a plein que j'ai oublié, que j'ai adoré, mais qui me reviendront après la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est ça. Ah, oh là là, host préféré. Alors là, mon dieu, celle-ci elle va être longue. Non, alors je vais pas vous donner trop de précisions, mais je vais vous donner tous les hosts que j'aime beaucoup. Et il y en a, je crois, une petite dizaine. Allez les voir juste après, vous allez voir, il y en a peut-être que vous aimerez, peut-être qu'il y en a que vous vous rappelez plus vraiment, mais enfin bon voilà, je vais vous dire les noms et puis bon voilà. Donc premièrement, Whitebird, le thème de Whitebird, enfin de Barbe Blanche, hein, I Am Whitebird, allez voir, il est vraiment magnifique. Musique qui se jouait alors avec Barbe Blanche, aussi avec Don Shinjao et Luffy qui se faisait face, aussi avec God Usopp. Gold and Oden, pour moi j'associe un peu à, je sais pas pourquoi, j'associe à Robin. Un moment dans Alabasta, elle passait beaucoup cette musique, et une musique au piano très très douce, et c'est vraiment magnifique, Gold and Oden. Il y a aussi tous les thèmes de Zoro, dans toutes ses versions. Et également le thème de Zoro de Strong World. Donc allez le voir aussi, il est super bien. Zoro thème Strong World, vous le trouverez facilement. Et j'adore vraiment la petite trompette là, elle est ouf, c'est ouf. J'adore la chanson, le morceau Three Towers. Franchement, je trouve que c'est vraiment une meilleure musique d'action de One Piece. Il y a également Grand Line Island Cold. Grand Line Island, entre parenthèses Cold. Une musique qui était passée à Thriller Bark quand on voyait le passé. Enfin non, quand les Mugiwara arrivaient dans la chambre du Dr. Hawkback. C'était très flippant et la musique était magnifique. La musique qui s'appelle aussi Tony Chopper, je crois qu'elle fait partie de l'OST numéro 1, si je me dis pas de bêtises. Et elle me fait évidemment penser au Dr. Iluluk. Overtaken, évidemment ça elle est mythique. Ah oui, une musique qui s'appelle Shrine Maigen Maya. J'adore cet host. Je ne sais même plus où est-ce qu'il passe, mais j'adore cet host. Un autre morceau que j'aime beaucoup, c'est Rescue Ace. C'est un morceau très très court et il est vraiment assez... je sais pas, il est assez mémorable, je trouve, comme truc. Donc allez l'écouter, c'est pas très long. Je pense que vous en rappellerez de ce machin. Un autre qui est très 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 beau, c'est Even If It Means Death. Magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux. En termes de... de nostalgie, c'est... Enfin, je sais pas, il est vraiment très... à la fois triste et beau. J'aime beaucoup. Allez voir. Il y a également Greetings Swordman. Greetings Swordman, en fait, c'est la musique qui passe quand Sanji dit justement « Je suis le chasseur ». Et du coup, c'est une musique qui est vraiment très chouette parce qu'elle elle fait vraiment monter la pression. Elle monte le niveau de hype vraiment très 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 haut. Et c'est très très court, c'est 30 secondes. Hein. Franchement, c'est rien du tout, mais j'adore ce petit moment. À chaque fois qu'elle passe, je suis content. Avant-dernière, c'est Facing Three Admirals ou Three Admirals, et c'est un morceau qui est, c'est un morceau qui est en fait assez solennel. J'aime bien, et il passait, je crois, à Marineford. Et le dernier, c'est Can't Escape Fight. C'est une musique qui passe très souvent quand Sanji se bat. En fait, c'est une sorte de musique un peu fusion jazz, rock, jazz, funk en fait, et c'est vraiment très stylé. Elle est un petit peu pour moi emblématique de Sanji, même si elle passe d'une certaine manière à peu près dans tous les moments d'action. Les moments d'action où il n'y a pas trop de tension, c'est de l'action tranquille. Enfin, c'est pas de l'action tranquille, mais c'est de l'action où les Mugiwara ont la main haute. Donc voilà, j'aime bien cette musique, elle est assez cool et je me la mettais souvent quand je devais travailler ou que je devais retrouver de la motivation. Celle-là, elle est assez cool. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'il y a à peu près une petite dizaine de morceaux qui sont un peu mes préférés. Parce que j'adore vraiment les musiques de One Piece, c'est quelque chose que d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à placer dans mes vidéos parce que malheureusement j'ai très peur que la Toei, même si j'utilise un tout petit peu, et même derrière ma propre parole, hein, j'ai peur que la Toei elle me fasse chier.
Bon, pour des morceaux comme, je sais pas, Greeting Swordman, où c'est 30 secondes, je pense pas qu'on me ferait chier. Mais je ne sais pas quels sont les termes des contrats qui lient les droits et les copyrights à ces morceaux, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien, et comme je sais que le doc et plein d'autres youtubeurs ont expérimenté des problèmes de droits et de copyright liés surtout aux images, mais aussi au son, voilà, je préfère rien faire et juste me les écouter pour moi tout seul, et puis bon, voilà. C'est dommage, mais bon. Vous pouvez au moins aller écouter mes préférés sur YouTube. Ton attaque préférée? J'ai pas vraiment d'attaque préférée, mais j'en ai quelques-unes que j'aime bien. Je vais commencer par l'attaque la plus absurde, elle m'est tout de suite venue à l'esprit, et c'est une attaque que Zoro avait faite une seule fois, et c'est à peu près la seule fois qu'il l'a faite. Tiens d'ailleurs, je vais en donner une autre également, qu'il avait faite une seule fois. Premièrement, c'est la pince du crabe, contre Mr. One à Alabasta. C'est pas que j'aime beaucoup, mais c'est que je trouve ça drôle, elle était vraiment bizarre comme attaque. Allez la voir, c'est dans le combat contre Mr. One, c'est une espèce d'attaque avec les deux sabres qui prend comme ça, et c'est pour couper la tête en gros de son adversaire. Et l'autre attaque c'était Rhino Cyclonique ou un truc comme ça, qu'il avait faite contre les membres de la Frankie Family à Water 7 quand il voulait attaquer le bateau et que Zoro était resté dans le mairie en fait. Donc voilà. J'aime beaucoup d'attaques de Sanji aussi, que ce soit concassé, quand il fait son espèce de roulade là, ou brochette, une espèce de coup de pied vertical. Où il y a aussi l'attaque où il se met sur ses mains et il fait une espèce de tourniquet avec ses jambes. C'est je crois menu festivité dans le manga. Menu partie table kick, je crois, c'est. Ah ouais. Bref. J'aime beaucoup aussi tous les vous savez, alors dans l'anime c'est Klesha Slash 180, 36, 72 Klesha Slash. Les attaques de lame d'air de Zoro. J'adore comment à chaque fois elles deviennent de plus en plus grosses. Là dernièrement on a eu quoi, 1080 Pound Phoenix ou je sais pas quoi là, Pound Oho, je sais pas quoi. Et j'aime bien aussi Tiger Slash ou Toragari dans le manga, où il met son sabre comme ça, avec celui-là comme ça, et il frappe. C'est stylé, j'aime bien. C'est à peu près tout. Ah si, j'adore coup de vent de Franky. J'adore quand il fait grossir son bras et que ça explose, j'adore vraiment le coup de vent. Et j'aime beaucoup aussi le No Pistol de l'hommage à Luffy, hein, de Bartolomeo, avec les petites boules comme ça là autour de ses poings. Et j'aime bien aussi l'attaque surtout dans l'anime en fait, je la trouve assez drôle, l'attaque de Cavendish, Saint-Exupéry ou Zant-Exupéry, hein, une référence à Saint-Exupéry, hein, l'auteur, qui en fait fait une espèce de vague en angle droit en fait. Et du coup c'est comme ça qu'il pouvait couper la montagne. Je trouvais que c'était assez rigolo. Enfin une attaque en angle droit, ça me faisait un peu penser d'ailleurs aux attaques justement à angle droit de T-Bone dans l'arc Anis Lobby, enfin non, fin de l'arc Water 7. Voilà, sinon j'ai pas trop d'attaques préférées, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien les attaques liées aux épées de manière générale, et les attaques liées aux arts martiaux, et surtout celui de la jambe noire. En fait. Chopper ou Brook? Alors je comprends pas vraiment la question en fait, si on préfère Chopper ou Brook, j'aime bien les deux, je sais pas trop pourquoi on devrait les comparer, ils ont pas vraiment du tout le même rôle dans l'équipage, mais si je devais préférer l'un des deux, je dirais Brook, parce que Brook je trouve qu'il a une histoire, il a comment dire, il est à la fois, des fois, il a des côtés comiques, il a des côtés un peu peureux, mais des fois, il a des côtés assez protecteurs, des côtés assez courageux. Et j'aime beaucoup son style d'escrime. D'ailleurs aussi avec le côté un peu froid, glace, c'est original, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien sa canne épée, elle est assez stylée. Et je préférais le design du personnage pré-time skip, avant l'ellipse. Je préférais son costume. J'aime pas trop là, le costume qu'il a en mode Soul King, j'aime moins. Mais bon, ça reste un design assez cool. Voilà, j'aime bien Brook, voilà, c'est comme ça. Après, bon, j'aime bien son histoire avec Ryuma. C'est vraiment compliqué de comparer Chopper et Brook. Je vois pas trop en quoi on peut les. Je vois pas quel est le débat là entre eux en fait. Mais je dirais Brook. 18, le personnage qui s'inspire le plus le respect. J'ai pas vraiment tant de personnages qui m'inspirent le respect. Je dirais que Barbe Blanche est assez respectable comme personnage jusqu'au bout. La façon dont il meurt debout, c'est assez impressionnant. Je dirais que Rayleigh, il est assez respectable effectivement, mais plus dans le côté, c'est un vieux très balèze, très badass. C'est un vieux qui est encore de la génération de Gold Roger et qui parvient à maintenir vraiment un niveau assez respectable, assez honorable. Donc je dirais, ouais, Barbe Blanche et Rayleigh probablement. J'ai pas tant que ça des personnages que je respecte, mais je pense que c'est l'idée, voilà, c'est les vieux personnages qui sont encore là, qui arrivent à faire maintenir leur renommée à travers le temps.
voilà, je dirais probablement, probablement Barbe Blanche, même si ça fait cliché, je dirais que Barbe Blanche, voilà, c'est probablement le personnage le plus digne de respect, clairement. Par rapport à ses intentions, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est un pirate qui était réellement libre et qui a pas cherché les trésors. C'était un outsider, c'était pas quelqu'un qui cherchait le trésor de Gold Roger, il en avait rien à foutre, et il voulait pas non plus être le plus puissant, il voulait juste une famille. C'est assez respectable quand même quand on y pense. Question numéro 19, ton jeu préféré? Alors ça va être très simple, je n'ai jamais joué à aucun jeu One Piece. C'est comme ça, j'ai jamais eu de jeu One Piece, et voilà, je suis pas trop jeu sur console, moi de manière générale, je suis plus jeu sur ordi. Mais j'ai quand même joué à des jeux de console, il y a des mangas, mais beaucoup plus sur Bleach en fait. Bleach, Hit de Soul, tous les Hit de Soul, Bleach, quoi d'autre comme jeu. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Bleach, mais en tout cas, voilà, Bleach, c'était beaucoup plus. J'ai beaucoup plus joué à Bleach qu'à One Piece, donc voilà. Ton île préférée. Alors, mon île préférée, en fait, je dirais Water 7, Enies Lobby. Pas tant que ça Enies Lobby parce que c'est l'île des espions, mais c'est parce que je trouve que quand vous la regardez, elle est vachement stylée cette île. Avec l'eau, les douves comme ça, et les différentes îles successives, je trouve qu'elle est... J'aimerais bien y vivre, si c'était juste une petite ville comme ça, j'aimerais bien y vivre. Et je dirais que Water 7, en mode un petit peu Venise, avec la grande fontaine et les canaux, je trouve c'est magnifique, et franchement, je pense que si je devais vivre dans une île de Grand Line, ce serait Water 7. Après, quand j'y pense, est-ce qu'il y a d'autres îles qui me font vraiment envie? Je crois pas. Les îles célestes sont plutôt agréables. Weatheria, ce serait pas trop mal. Mais je pense que de toute évidence, je ne resterai pas sur une île. Je voguerai sur les mers, je vivrai sur mon bateau. Mais mon île préférée, c'est sans doute, en tout cas parmi celles qu'on a bien vues, qu'on a bien explorées, ce serait sans doute Water 7. A priori, pour l'instant, c'est Water 7. Voilà. Question numéro 21. CP9, enfin Cypher Paul ou Shikibukai. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que je préférerais rejoindre? Quelle est l'organisation que je préférerais rejoindre? Ou quelle est l'organisation que je préfère dans le manga? Je préférerais rejoindre les Shichibukai, sans aucun problème. Je veux dire, les grands corsaires, t'es juste là, tu fais ce que tu veux, tu signes un contrat avec le gouvernement mondial et avec la marine qui te permet de faire ce que tu veux, mais en contrepartie, tu dois, quand ils te le demandent, combattre les pirates et les aider pour créer en fait un réseau de clientèle assez puissant pour voilà, donner une bonne assise pour la marine dans les milieux où la marine elle peut pas faire grand chose, mais où les grands corsaires eux ils peuvent faire des choses. Donc ouais, techniquement quand t'es un Shichibukai t'es le roi, hein. T'es pas trop emmerdé par les pirates parce que t'as une espèce d'énorme renommée, t'es pas trop emmerdé par la marine, voire pas du tout, parce que si tu te tiens à l'écart et si tu fais tes petites conneries de manière assez cachée, voilà, c'est tranquille. Donc ouais, non, Shichibukai, sans problème. En plus, Grand Corsaire, c'est la classe, quoi. Le nom. Mais par contre, en termes de groupe de personnages, je dirais que ceux que j'ai préférés, c'est probablement CP9, enfin Cypher Paul. Pas vraiment pour les personnages en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentent. Parce que les Grands Corsaires, oui, c'est stylé, c'est bien, mais il y a beaucoup de Grands Corsaires qui sont un petit peu trop différents les uns des autres, et souvent il y en a qui sont très clownesques, très grotesques, et ça crée un petit peu voilà, c'est moins stylé. Dans le CP9, il y a aussi plein de gens très grotesques, hein, du style Kumadori ou Fukuro, voilà, les deux sont assez grotesques. Mais j'ai trouvé que de manière générale, même si Kumadori à un moment il est assez effrayant, mais de manière générale, je trouve que le Cypher Paul était très impressionnant. Quand ils sont arrivés la première fois à Water 7 et qu'ils ont croisé Robin et je crois c'est Blue Note déguisé qui dit à Robin je fais partie du CP9, un truc comme ça, je fais partie du CP9. Putain, là c'était flippant. Et quand on les voyait attaquer Water 7 et attaquer la Galela, putain, la Galela Company, putain, super impressionnant quoi. Ensuite, dans Enies Lobby, le Monster Trio du CP9 était vraiment attachant, des personnages cool quoi, donc enfin surtout Kaku et Jabura était assez marrant aussi avec son pouvoir du loup. Donc ouais, je les ai préférés. Il y avait plus de cohérence en fait dans ce groupe-là que dans le groupe des Grands Corsaires qui est évidemment bien plus divers et bien plus versatile et on peut trouver vraiment des merdes comme des mecs super balèzes. Donc je rejoindrai les Shichibukai, mais je préfère le Cypher Paul en tant que personnage et en tant que groupe de perso. Numéro 22, équipage préféré hors Mugiwara. Alors sans aucun problème, sans aucune hésitation, l'équipage de Barbe Blanche. C'est pas tant que je préfère Barbe Blanche comme je préférerais, je sais pas, Luffy, voilà. Mais l'équipage de Barbe Blanche, dedans, il y a des personnages qui sont vraiment super cool. Par exemple, il y a Vista. Vista qui est un épéiste, en plus il a des énormes moustaches magnifiques avec un super grand chapeau. Qui n'aime pas ce genre de personnage? Donc voilà, Vista est super cool, Marco est super cool.
Marco est super impressionnant, ses flammes bleues, le phénix, le premier Zoan mythologique qu'on ait jamais vu. Qui d'autre, Jozu qui avait arrêté la lame comment il s'appelle, Mihawk, qu'est-ce que je suis fou d'oublier son nom. Et quoi d'autre, qui est-ce qui est... Tout l'équipage de Barbe Blanche est vraiment cool, tous les personnages, que ce soit, je sais pas, Blenheim, que ce soit Fossa, que ce soit la nana, le mec déguisé en geisha avec ses flingues, que ce soit Curiel avec ses flingues aussi, le mec qui ressemble un peu à Zelda aussi, ils ont tous un côté un petit peu unique que vraiment j'apprécie énormément. Donc ouais, l'équipage de Barbe Blanche sans aucun doute. Et puis évidemment, il y avait Ace dedans, donc ouais, non, clairement, c'est un peu l'équipage qu'on a le plus remarqué, qui est le plus diversifié, le plus détaillé en fait, hein, avec des personnalités qu'on peut vraiment comprendre. Il y a aussi celui de Barbe Noire, il y a aussi voilà, celui de Barbe Noire, celui de l'eau un petit peu, non, pas vraiment, remarque pas vraiment. Non, vraiment, en tant qu'équipage, parmi les équipages bien détaillés dans One Piece, l'équipage de Barbe Blanche est probablement celui que je préfère après celui de Mugiwara, quoi. Question numéro 23, un truc de One Piece que tu voudrais dans la vraie vie. Alors là, les amis, je pourrais très bien dire le haki, les fruits du démon, je sais pas, les révolutionnaires, tout ce que vous voulez, je sais pas, les pacifistas, les trucs cool. Mais non, c'est pas vraiment ça que je voudrais. Non, moi je voudrais en fait, je voudrais un monde où il y a encore des terres et des mers à découvrir. Voilà, j'aimerais bien ça. Quand vous avez dans One Piece tous ces pirates, tous ces explorateurs, tous ces navigateurs qui naviguent sur les mers, il y a cette espèce d'idée que ils sont sur un monde qui a des parties inconnues, ou du moins qui ne sont pas forcément connues de la plupart des gens des quatre mers. Par exemple, le rêve de Nami, c'est quand même de dresser une carte du monde entier, ce qui évidemment n'a jamais été fait. C'est quand même une motivation supplémentaire qui est quand même profondément essentielle, quoi, profondément bouleversante. Et voilà, si on avait ça encore aujourd'hui, maintenant il n'y a plus trop de secrets, je veux dire, avec tous les satellites, tous les machins, on connaît toutes les îles appartiennent à des personnes, toutes les mers appartiennent à des personnes, ou alors c'est des mers internationales, c'est deux internationales, mais bon, voilà, les mers appartiennent à des pays, à des états, il y a moins d'espace pour rêver un petit peu, pour se projeter, pour essayer de laisser libre cours à son imagination. Et voilà, c'est ça que j'aimerais, dans le monde réel, un truc de One Piece que je prendrais, voilà, c'est ça, c'est cet inconnu, cette potentialité de découverte, et voilà, ces terres et mers encore à découvrir, c'est ça que je prendrais. Zoro ou Sanji? Alors j'ai fait une vidéo, pour ceux qui savent pas, où je parle justement de ça, voilà. C'est pas tant que je dis lequel je préfère, mais je dis qui serait le plus fort. Et de fait, dans la vidéo, j'explique un petit peu quels sont pour moi ce qui construit le personnage en fait, ce qui est au cœur du personnage. Et pour moi, ce qui est au cœur du personnage de Sanji, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, je l'avais dit au début, c'est ce côté un peu grand frère, un peu vulnérable, un peu humain. Même si j'adore Zoro, et Zoro me fait... Mais vraiment, Zoro, il m'a fait tellement rire pendant... Mais vraiment, Zoro, il est hilarant, son côté à la fois badass, sérieux, mais en même temps complètement remis en question quand il se perd, ou quand il essaie... Vous voyez, Zoro, son personnage, il marche comme ça, c'est genre... Il est super sérieux, il est super badass, et il dit une connerie, ou il fait une connerie. Et tu te dis, mais... En fait, c'est un clown. Mais c'est un clown sérieux, c'est un clown qui croit vraiment qu'il est badass. Et il y a des moments, Zoro, il est complètement ridicule, mais il reste dans son optique... Par exemple, quand il cherchait toutes les stratégies pour attaquer Pika, c'était hilarant, parce que... en fait, c'était assez con. Toutes les propositions qu'il donnait étaient assez basiques, assez peu vraiment diversifiées et assez peu stratégiques finalement. Mais il restait super tactique, ouais. Alors voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ouais, voilà, c'est ça qui est drôle avec le personnage de Zoro. Mais je préfère quand même Sanji parce que pour moi, Sanji, même si des fois il est un peu saoulant quand il a des crises de nez là, quand il voit des nanas, voilà, c'est un petit peu agaçant les running gags comme ça, mais Sanji, c'est mon personnage préféré de l'équipage, les gars, voilà. La question ne se pose même plus, voilà. Donc voilà. Question numéro 25, quelle forme de haki choisirais-tu? Alors je ne prendrais pas le haki des rois parce que pour moi je trouve que c'est trop cheaté, et en plus c'est pas très intéressant dans un combat, voilà, tu ouvres les yeux, et les gens ils se pissent dessus, quoi, ou alors ils tombent dans les pommes, donc non, ça m'intéresse pas, mais je préfère un bon combat. Je ne prendrais pas non plus le haki de l'armement parce que, étant épéiste, j'aimerais pas du tout mettre du noir sur mes lames. J'aime beaucoup l'acier, la couleur de l'acier, et mettre du noir sur les lames, je trouve ça moche, donc voilà. Donc par pur souci esthétique, je choisirais le haki de l'observation, ce qui me permettrait d'être assez stylé et de pouvoir esquiver un petit peu, donc c'est stylé, voilà. Pas d'autres raisons, voilà, c'est tout. Haki de l'observation, les gars.
fluide perceptif, pour ceux qui regardent la VF, enfin l'anime. Numéro 26, tes 2 formes préférées de Luffy. Alors déjà j'aime bien tous les gears en fait, je les aime bien tous, mais je dirais que le Gear Sword est bien cool. Le Gear Sword avec les os qui gonflent, c'est vraiment assez marrant. Et je dirais que, au-delà de ça, au-delà du Gear 4, au-delà du Gear Second, la forme qui défonce absolument tout, c'est Aqua Luffy. Non, je déconne. Non, Aqua Luffy, tout le monde a dû oublier cette forme, c'était la forme qu'il avait pris pour vaincre... il avait bu beaucoup d'eau et voilà, il essayait de vaincre Crocodile comme ça. Non, la forme que j'aime beaucoup, c'est Nightmare Luffy. Nightmare Luffy, rappelez-vous, à Thriller Bark, Luffy ingère une quantité industrielle d'ombres, et des ombres de guerriers de tous les horizons, que ce soit des épéistes, des artistes martiaux, tout ça, et à la fin, il se transforme en une espèce de Hulk bleu, mais complètement badass, et non, Nightmare Luffy, je sais même pas si Nightmare Luffy est pas plus fort que le Gear Force. Honnêtement, je sais même pas. C'était tellement un power-up de malade, Nightmare Luffy, franchement, il aurait défoncé Doflamingo. Enfin, je crois, hein. Enfin, il aurait était au moins du même niveau que le Gear Force, hein. Vraiment, pour moi je pense que Nightmare Luffy, puis voilà, le Luffy était hilarant avec sa coiffure comme ça, les yeux comme ça, vachement sérieux, et le gros sabre derrière. Non, Nightmare Luffy, en termes de badassitude, je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Franchement, hein, je vous le dis, hein, c'est mon sentiment. Shanks ou Barbe Noire? Barbe Noire il est cool, il est intéressant ce personnage, c'est pas juste un méchant creux, non, c'est un peu l'antithèse de Luffy, et en même temps, il y ressemble beaucoup. Rappelez-vous à Jaya, ce personnage était super énigmatique quand on l'avait vu pour la première fois. Mais je dirais quand même Shanks, pour son côté un peu mentor. Shanks me fait beaucoup penser par moments un peu à Kyoraku en fait, dans Bleach, ce côté un petit peu... même si Kyoraku a un côté un peu triste, un peu dépressif, mais les deux ont une espèce de côté un peu rassurant. Ce côté un petit peu, voilà, pirate qui a de l'expérience, une espèce de papa, quoi, de daron. C'est un daron, Shanks, hein. Et voilà, le côté protecteur qu'il avait autour de Luffy, c'était assez cool, et vraiment, je trouve que ça faisait de lui un des personnages les plus appréciables, quoi, de ce point de vue-là, parmi les mentors, quoi. Il y a Riley, il y a Zeph, il y a Jinbei, mais Shanks, il a ce côté un petit peu toujours très drôle, se prend pas au sérieux, Shanks. Et en même temps, on sait que il est très fort, très mature, très expérimenté dans le monde de la piraterie, et du coup, voilà, Shanks a ce côté très rassurant qui fait que je préfère Shanks à Barbe Noire, même si Barbe Noire, c'est un personnage très intéressant. Mais cela dit, Shanks, il n'est pas si rassurant que ça, cela dit. Hein. Il y a des théories qui mettent qui mettent un peu en doute ses réelles intentions. J'en dis pas plus, allez voir ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que t'aimerais des hommes poissons dans la vraie vie? Alors la réponse, oui, bien sûr. De la diversité, des nouvelles races. Pour le coup, moi je vous dis, hein, j'aimerais bien que les singes, on puisse discuter avec eux, ce serait fou. Et les hommes poissons, ouais, ce serait cool. Par contre, ce que je n'aimerais pas que ça engendre des questions de racisme. Je n'aimerais pas que l'une et l'autre des races commencent à essayer de savoir quelle est la plus pure, la plus forte, la meilleure, voilà. Ça m'intéresserait pas. Si c'est pour ça, alors non. Non, je préfère pas, je préfère une race unique. Et qu'on s'emmerde pas. Non, mais par contre, pour plus de diversité, si on est assez mature dans notre tête pour les accepter, et que eux aussi sont assez capables de nous accepter, et de partager notre monde et notre culture, et nos différentes cultures, ok, pas de problème. Faisons même des hommes volants, des hommes sous terre, des hommes n'importe où, tout ce que tu veux, des hommes de l'espace, des martiens. Allez-y, venez. On va prendre le thé, tranquillement, on discute de One Piece, y a aucun problème, les gars. Donc voilà, non, ouais, je serais ok, tant que ça n'engendre pas de question de racisme. Si tu devais dire un truc à Oda en dehors des remerciements. Alors cette question elle me pose vraiment beaucoup de problèmes parce que à la fois j'aurais plein de choses à lui poser comme question, plein de discussions que j'aimerais avoir sur comment il construit ses personnages, sur voilà ce qu'il pense de ses persos, ce qu'il pense lui-même des personnages qu'il écrit, qu'il met en scène, et aussi sur ses intentions de départ, qu'est-ce qu'il voulait mettre dans One Piece, est-ce que quand moi je dis que One Piece représente une certaine chose pour moi, est-ce que ça représente pour lui, c'est la même chose? Enfin voilà, mais je pourrais aussi me poser une question du style, est-ce qu'il avait tout prévu depuis le début? Par exemple, quand Shanks, avec son haki, il avait fait fuir cette espèce de monstre marin et qui lui avait d'ailleurs bouffé le bras, est-ce qu'il avait prévu le haki des rois? Est-ce qu'il avait prévu, voilà, tout ce qu'elle allait développer par la suite? Je pense que oui, mais... Bon, le fait que l'acquis d'armement il est devenu noir après l'ellipse nous montre qu'il n'avait pas prévu forcément de le rendre noir comme ça. Donc, bon, voilà. Parce qu'évidemment, sinon on l'aurait vu à Marineford avec tellement de gros poissons qu'il y avait. Donc
Mais bon, bon voilà, après, bon, je sais pas ce que je lui demanderai, ce sera sur le moment, voilà, je peux pas savoir maintenant. Honnêtement, j'aurais trop de questions, j'attendrai trop de réponses, et je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Question numéro 30, dernière question, question finale de ce tag des 30 questions sur One Piece. Si tu étais un pirate et que tu étais mourant, que ferais-tu de ton trésor? C'est simple les amis. Je le donnerais à mon meilleur ami, mon second peut-être. Et en fait je le donnerais pour qu'il puisse continuer le voyage. Sans moi. Parce que vous voyez, j'irais pas le donner, le partager. Enfin, le partager entre mes amis si vous voulez, mais qui restent ensemble dans l'équipage. Et j'irais pas le jeter dans la mer, ou non, parce que c'est quand même l'œuvre de toute une vie, tu vois. Vous voyez? Et l'œuvre de toute une vie, elle se... Alors je comprends l'acte de Gold Roger, hein, c'est pour nourrir la nouvelle génération des pirates qu'il a fait ça. Ça tombe même que son trésor n'existe pas, que c'est une illusion. Ou que c'est autre chose, que c'est pas de l'or. Mais si j'avais un trésor, je le donnerais, c'est un héritage, donc je le donnerais à un ami proche, pour qu'il puisse continuer le voyage après moi, et que la roue continue de tourner. Je ferai pas, parce que finalement, dire voilà, allez-y, prenez mon trésor, je vous le laisse s'il le faut, ça a attiré plein de connards aussi sur Grand Line. Tandis que moi, si je le donne à quelqu'un à qui je fais confiance, je sais qu'il sera entre de bonnes mains, et que tout ce trésor que j'ai amassé, et pour lequel je me suis saigné aux quatre veines toute ma vie de pirate, pour pouvoir voilà, le rassembler et faire un truc de fou, quoi, voilà, un trésor magnifique, que ce soit, je sais pas, c'est pas forcément un trésor avec de l'or, mais voilà, quelque chose avec lequel j'aurais passé vraiment beaucoup de temps, je le lèguerais à quelqu'un. Voilà, j'en ferais un cadeau d'héritage à quelqu'un. Après, il en ferait ce qu'il en veut, hein. Ça me concernerait plus. Mais au moins, voilà, je le passerai à quelqu'un pour qu'il puisse faire perdurer l'histoire, perdurer l'aventure, sans moi, mais au moins, j'aurais donné ma pierre à l'édifice, j'aurais donné, voilà, ce serait un petit peu, voilà, ma petite participation au monde de la piraterie. Ce serait, voilà, le cachet de ma liberté, si vous voulez. Et le cachet, pour eux, la légitimité, la garantie de pouvoir continuer aussi leur vie de pirate, parce que bon, d'une certaine manière, si c'est de l'or, ils en auront besoin. Donc voilà. Et voilà, histoire de ne pas imaginer que toute l'œuvre de toute une vie serait dispatchée aux quatre coins du monde, ou qu'elle serait peut-être, je sais pas, destinée à dormir sous un coffre. Non, 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 non. Donne-la à quelqu'un que t'aimes, et elle en fera bon usage. Et voilà les amis, c'est sur cette dernière question que la vidéo se termine. Elle est déjà, à mon avis, bien assez longue. J'espère que mes réponses, vous les aurez trouvées pertinentes, que la vidéo vous aura plu, et que ce genre de vidéo, de manière générale, vous avez envie d'en revoir plus. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si jamais il y a d'autres tags que vous voulez, auxquels vous voulez que je réponde, que je réagisse, ou il y a d'autres questions que peut-être plus générales, hein, pas forcément sur un manga en particulier, mais voilà, plus générales sur les mangas, sur ce que j'aime, posez les questions dans les commentaires, hein, et je pourrais peut-être refaire des vidéos comme ça. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir, et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a plu de revenir un peu sur les bases et sur pourquoi j'aime One Piece. En tout cas, voilà. En tout cas, la seule chose qui me reste à dire, c'est bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, tout ce que vous voulez, bonne nuit même. Et on se retrouve la fois prochaine pour la review du... Ah bah non, c'est dans 15 jours. Bah écoutez, on se retrouve pas alors. Si, je vous ferai une vidéo discussion. Allez les amis, bonne nuit.